Amélie Oudéa-Castéra, vous avez répondu hier au Sénat sur cette question en disant non, c'est marginal ce qui se passe dans le sport en termes de radicalisation. Et ce qu'on entend, peut-être à travers ce que vous avez répondu, c'est surtout pas de vagues. Non, c'est pas du tout ça mon message. Alors allez-y. Mon message, c'est d'abord de dire, est-ce qu'il y a un risque et donc un besoin de vigilance? La réponse est oui, et il y a même un besoin de vigilance absolue face à ces dérives communautaristes, séparatistes ou de radicalisation. Mon deuxième message, c'est de dire, la situation, elle est trop sérieuse, la question est trop importante pour qu'il y ait des caricatures et des inexactitudes. Ce qui est le cas du livre, selon vous? Il faut qualifier les choses. Est-ce que c'est le cas Je du vous livre? le dis, 3449 contrôles effectués dans les clubs sportifs en 2022, 27 identifications de dérives séparatistes, c'est-à-dire 0,8%. Donc c'est toujours marginal, c'est ce que je disais. 0,8% de trop. Oui. Et je ne peux pas entendre qu'il y ait de la complaisance, de la lâcheté, du laxisme. C'est l'inverse. Peut-être n'avez-vous Notre pas les gouvernement moyens de a contrôler mis en place suffisamment le monde du contrat sport d'engagement amateur. républicain et ma main ne tremblera jamais pour le faire appliquer, y compris s'il s'agit de fermer des Mais établissements. peut-être n'avez-vous pas, tout simplement, au ministère des Sports, les moyens, parce que ça contrôler, ça demande des agents, ça demande des enquêtes, peut-être n'avez-vous pas les moyens de contrôler tout ça. C'est une très bonne question et j'ai beaucoup agi dans la période récente sur ces sujets-là. D'abord, on a aujourd'hui 117 référents sur la radicalisation à travers les services déconcentrés, plus 23 dans les établissements du ministère. J'ai 160 agents que nous avons formés spécifiquement aussi sur ces questions. Nous avons 39 référents dans les fédérations à qui j'ai demandé de renforcer leurs moyens. Et j'ai obtenu dans les 2 lois de finances 2023 et le projet de loi en cours des effectifs supplémentaires pour mener à bien toutes les enquêtes nécessaires. 20 effectifs en 2023, 36 en 2024, qui vont travailler localement avec les préfets et les cellules de prévention de l'islamisme et de la radicalisation. Madame la ministre, la fédération, enfin le sport, pour le football, pardonnez-moi, le nombre de licenciés se compte en millions. Oui, 2 millions. 2 millions de footballeurs amateurs. Comment est-ce que vous pouvez contrôler 2 millions de footballeurs amateurs? Alors, on a une approche par les risques. Moi, je ne remets pas en cause vos chiffres. Les sports je me dis risque, juste... on regarde les territoires à risque. Et 2 pour millions vous de licenciés. J'ai évoqué les 3449 contrôles faits en 2022. Je fais presque doubler en 2023 sur la saison 23-24, puisque c'est 6000 contrôles de clubs sportifs qui vont être menés. Les effectifs supplémentaires, les moyens supplémentaires que j'ai obtenus, c'est pour cela. Et je m'appuie aussi sur un dispositif interministériel. C'est-à-dire que dans une dizaine de fédérations identifiées comme à risque, je suis en train de les engager dans un travail de contractualisation avec le Conseil interministériel de prévention et de lutte contre la radicalisation, le CIPDR. Et donc c'est toute cette démarche que nous menons avec les préfets. Et si besoin, nous prenons en application du contrat d'engagement républicain des décisions de fermeture, de couper des subventions et aussi de suivre le sujet des éducateurs, bien entendu. Médéric Chapiteau, donc l'auteur de ce livre, affirme que dans le fichier qui encadre les personnes suivies pour radicalisation, le fameux SSPRT, 12,5% des personnes donc inscrites dans ce fichier le sont dans le cadre du sport. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Non, j'infirme ces chiffres qui sont datés. Comme d'ailleurs une bonne partie de l'enquête sur laquelle s'appuie Médéric Chapiteau, qui est par ailleurs un homme tout à fait respectable, avec lequel nous avons un dialogue suivi au sein de mon cabinet. Mais aujourd'hui, non. Dans les fiches FSPRT, je me suis procuré les données. Les fiches actives en lien avec le sport, elles sont passées de 1000 en 2019 à 550 en 2022. On a donc une baisse de ces 12% vers les 7%. Donc on n'est pas dans une tendance galopante à l'augmentation des cas de radicalisation, de séparatisme dans le sport, comme certains aimeraient à le croire ou à l'agiter. On est au contraire sur un resserrement de ces phénomènes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maintenir, bien au contraire, la plus grande des vigilances, car je le dis, un cas est toujours un cas de trop.
Laurent Neumann. Au-delà de la bataille des chiffres, une question extrêmement concrète. Aujourd'hui, ce sont les préfectures, si je ne dis pas de bêtises, qui délivrent les titres d'éducateurs sportifs, les diplômes d'éducateurs sportifs. En lien avec le ministère des Sports. Absolument. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que quelqu'un, fiché au FSPRT, donc fiché pour radicalisation, peut obtenir un diplôme d'éducateur sportif? Aujourd'hui, les personnes qui sont sur le FSPRT font l'objet d'un suivi spécifique. Ils sont identifiés comme étant des individus à risque et donc ils sont suivis, en particulier par les services de renseignement, en liaison avec les préfets. Il est tout à fait du ressort du préfet, s'il s'avère, au terme de contrôle, de ce suivi, qu'il y a une tendance avérée et une mise en menace, une menace portée sur la santé, parce qu'il y a notamment du prosélytisme sur les personnes qui entourent cette personne, bien entendu qu'une mesure de police administrative peut être prise et donc une interdiction d'exercer. C'est tout à fait dans l'arsenal dont nous disposons aujourd'hui. Prévention ne peut pas dire d'emblée quelqu'un qui est fiché dans ce fichier de radicalisation ne peut pas obtenir un diplôme. Je dis ça pour protéger, parce que les parents s'inquiètent de ça. C'est la différence entre le risque, qui nécessite un suivi, et ensuite une mesure de police administrative qui doit être étayée sur un comportement avéré. On est aussi dans un état de droit. Il est très important d'être extrêmement vigilant. Donc, quand quelqu'un est évidemment sur le fichier FSPRT, il fait l'objet d'un suivi très rapproché et on regarde la tendance avant de prendre de telles décisions. Je précise qu'il y a aussi une gradation dans les sanctions que nous pouvons prendre et que c'est aussi en nous appuyant sur les dirigeants de clubs que nous pouvons agir contre ces phénomènes-là. Il y a des décisions de suspension de subventions, il y a des décisions de retrait d'agrément des clubs, il y a des décisions de fermeture d'établissements qui peuvent être prises pour prévenir aussi ces situations. Si vous m'autorisez, c'est ce qui m'a le plus surpris peut-être dans l'enquête de Médéric Chapiteau, c'est qu'il dit, on a identifié, pas lui, mais les services de renseignement, ont identifié 127 clubs liés à ce qu'il appelle la mouvance séparatiste. Et d'ailleurs, vos services ont fait fermer 5 de ces clubs. Et du coup, on se dit, du coup, il en reste 122. Pourquoi les 122 autres qui sont identifiés restent ouverts? Non, ce sont des éléments que j'ai fait vérifier par mes services. Aujourd'hui, la situation dans les 5 clubs, elle s'est solutionnée de différentes manières. Il peut y avoir des départs, des changements de dirigeants, des changements d'entraîneurs. Et pour le reste, j'ai fait diligenter une enquête flash pour essayer d'avoir la traçabilité de ce qui s'est passé sur ce périmètre de club. Je vous le redis, ce qui est aujourd'hui dans le radar et qui nécessite notre plus grande vigilance, c'est les 27 cas que j'ai évoqués et pour lesquels, cas par cas, il me sera rendu compte de ce que nous faisons aujourd'hui pour prévenir une aggravation du risque identifié, qui n'est à ce stade, je le dis, qu'un risque, un repérage de tendance de dérives séparatistes et en aucun cas des cas de prosélytisme aggravé, des éléments de radicalisation bien identifiés qui, eux, font l'objet de toutes les mesures de police administrative que j'ai évoquées tout à l'heure en application du contrat d'engagement républicain. Vous êtes une ancienne sportive oui. de haut niveau, tout le monde le sait. Et c'est pour ça que je tiens à ce que le sport ne soit pas caricaturé, parce que c'est aussi un espace d'inclusion. Néanmoins, ces choses-là existent. Un vestiaire où on fait la prière, vous trouvez ça normal? Non. Et d'ailleurs, le guide de la laïcité que produit mon ministère dit que ça n'est pas normal. Des sportifs qui refusent de se serrer la main. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Quelqu'un qui fait une prière dans un vestiaire, qui est dans un comportement de nature prosélyte, ça n'est pas possible. Soyons très clairs là-dessus. À l'inverse, il faut se garder des caricatures là aussi. Le port du voile dans notre laïcité à la française, il peut être interdit par les fédérations, pour des motifs d'ordre public notamment, mais quand on interdit le port du voile, ce doit être fait de manière proportionnée pendant le temps et le lieu des matchs, des compétitions. Ce qui n'empêche pas une jeune fille de porter le voile si elle le souhaite, quand elle est à la buvette ou quand elle est à l'échauffement. Mais pas pendant une compétition. On se souvient des fameuses hijabeuses, ce club de foot féminin qui voulait jouer avec le voile. Et le Conseil d'État a tranché. Et j'ai salué la décision du Conseil d'État par lequel il dit que les statuts de la Fédération française de football peuvent, de manière valide, interdire le port du voile pendant le temps et le lieu des matchs.
Alors, Madame la Ministre, on profite de votre présence pour évoquer aussi les Jeux Olympiques. Vous êtes ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis votre nomination. Il y a un contexte particulier, un contexte lié à une menace terroriste plus forte depuis quelques semaines. Et il y a une inquiétude particulière concernant la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques à Paris en juillet prochain. Faut-il envisager, comme le demande David Douillet, un plan B, c'est-à-dire un autre lieu pour cette cérémonie d'ouverture qui doit avoir lieu le long de la Seine? Vous savez, depuis un peu plus de 2 ans, on est sur ce concept de cette cérémonie inédite, hors les murs, sur la Seine. Depuis l'origine, on sait que c'est un défi en matière de sécurité. Et donc, tout est fait pour analyser, périmètre par périmètre, l'ensemble des mesures que nous devons prendre avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure, et y compris les forces armées qui contribueront à la sécurisation de la cérémonie d'ouverture. De manière régulière, le concept de sécurité est évalué, analysé, ajusté par Gérald Darmanin et Laurent Nunez, qui investissent un temps très important sur ce dispositif. Donc, je le redis, nous sommes sur le plus haut degré de vigilance. Est-ce que nous sommes attentifs au contexte? La réponse est bien évidemment oui. Est-ce qu'il y a des variables d'ajustement sur lesquelles nous travaillons? La réponse est évidemment oui. Un plan B Il est serait possible. irresponsable de ne pas le faire, mais nous voulons conserver le principe de cette cérémonie d'ouverture. Nous voulons conserver ce niveau d'ambition et la maîtrise des coûts qui vont avec. C'est un ensemble de choses et c'est important pour moi de le redire. Donc vous nous dites ce matin que, j'allais dire, il faut être pragmatique. Il pourrait y avoir, en tout cas c'est une possibilité, un autre lieu pour cette cérémonie d'ouverture. Je ne vous ai absolument pas dit ça. C'est une question. La cérémonie d'ouverture, elle se fera sur la Seine. Il est important de préserver l'ambition. La jauge de spectateurs pourrait-elle... Ça n'empêche pas, dans la manière dont les choses sont faites, d'ajuster un certain nombre de variables. Par exemple, la jauge de spectateurs. C'est le travail que nous menons en ce moment. Je ne peux pas aujourd'hui vous apporter de réponses. Nous aurons des réponses autour du chef de l'État dans le cadre, en novembre, d'un prochain Conseil de défense. Encore une fois, ces questions sont regardées avec la plus grande des vigilances et des lucidités par Gérald Darmanin et Laurent Nunez. J'ai bien compris que là, il n'y a sans doute pas d'autres réponses, mais une des questions qui se pose... Pas de politique de l'autruche, pas de catastrophisme non plus. Non, il ne faut pas que les simplement... nous empêchent de vivre, nous empêchent de célébrer notre civilisation. J'essaie juste d'expliquer à tous ceux qui nous regardent que, après tout, un des moyens de réduire le risque serait d'essayer de réduire le nombre non pas de téléspectateurs, ça, il faut qu'ils soient le plus nombreux possible, mais de spectateurs. Souvenez-vous, au début, on disait 500 000, puis maintenant, on dit 300 000. Après tout, peut-être qu'il faut encore réduire cette jauge, ne serait-ce que pour être certain d'assurer une sécurité à 100%. Ça peut être une piste. La question de la jauge sur les KO, elle sera arbitrée dans les prochaines semaines, en lien avec la maire de Paris, et une communication sera faite sur ces sujets qui tiendra compte de plusieurs paramètres. Alors, autre sujet, la flamme olympique. Et le parcours de la flamme olympique. Les soulèvements de la Terre, ce mouvement d'ailleurs qui a été dissous par Gérald Darmanin, mais enfin qui continue à exister visiblement, ont commencé à cibler ce parcours pour peut-être empêcher, d'ailleurs ça s'est déjà vu par le passé, on a vu que des parcours dans les précédentes Olympiades, parcours de la flamme sont souvent un peu chaotiques. Est-ce que ça aussi c'est une de vos préoccupations? Oui. Nous avons un dispositif de bulle de sécurité qui est programmé autour des différents relayeurs sur les sites par lesquels la flamme va passer, avec un convoi principal, avec ce qu'on appelle des spiders autour. Et là encore, le concept de sécurité est bien posé. Vous l'avez dit, dans les éditions précédentes des Jeux, il y a eu des happenings. Donc, les leçons sont tirées de ces épisodes-là pour ajuster au mieux le dispositif de sécurité. Mais moi, je veux rappeler à ces activistes, d'abord, que ces Jeux vont être les plus écologiques de l'histoire. Ah oui ? Personne n'a pris des engagements comme nous
notamment de diviser par 2 l'empreinte carbone de ces Jeux par rapport à toutes les éditions précédentes. Et surtout, c'est les Jeux des Français, c'est les Jeux des athlètes qui se préparent depuis des années, dont c'est le plus grand rêve, dont c'est la conquête d'une vie. Et ces Jeux, ils sont là pour donner du bonheur aux Français, pour faire rayonner notre pays, son patrimoine, son art de vivre. Oui, sa civilisation. Et donc, ne nous attaquons pas à nous-mêmes. Ne soyons pas dans ces logiques perdantes. Les messages écologiques, nous les portons à travers tout ce que nous faisons, y compris sur l'élimination du plastique à usage unique dans les parcours spectateurs, sur tout ce que nous faisons en matière d'économie circulaire, dans la gestion des déchets, dans le raccordement à 100% d'énergie renouvelable. Tout ça, ce sont les engagements que nous avons pris. Des bornes événementielles très innovantes qui permettent d'éviter les systèmes de recours au diesel qui d'habitude sont ceux utilisés dans les stades. Donc c'est l'ensemble de ces actions à 360 degrés en matière écologique qui fondent notre engagement et qui nous permettront de démontrer là-dessus nos résultats. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de tabou sur la sécurité, notamment face au déficit d'effectifs dans la sécurité privée. On peut imaginer l'armée qui participerait d'une façon ou d'une autre à la sécurité de ces Jeux, ou c'est complètement improbable? Écoutez, d'abord, l'armée, on sait déjà qu'il y aura des forces sentinelles, 10 000 au moins, qui patrouilleront, et on sait qu'il y aura un concours des forces armées pour la sécurisation de la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est tout mettre en œuvre pour qu'on ait la capacité à pourvoir les besoins en sécurité privée qui sont de 17 000 effectifs en moyenne et jusqu'à 22 000 au pic. Pour ça, il y a des recrutements, déjà 7 000 effectués, il y a des entrées en formation de l'ordre de 8 000 plus 1 000 étudiants. Et ce qu'il faut, c'est que les entreprises qui sont attributaires des marchés de sécurité du comité d'organisation fassent toute la transparence sur leur plan de gestion et sur la manière dont elles vont mettre les effectifs en face de ces marchés. C'est ce travail que nous menons. Dans le même temps, avec Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, nous sommes attentifs à ce que les majors de la sécurité privée, les grandes entreprises de la sécurité privée, montent à bord de ces dispositifs et qu'il y ait donc un appariement le plus complet entre l'offre et la demande. C'est la démarche dans laquelle nous nous plaçons aujourd'hui et nous ferons un bilan mi-décembre sur ces sujets-là pour savoir exactement où nous en sommes sur la trajectoire. Merci beaucoup, Amélie Oudéa-Castéra. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Ah, au fait, j'avais posé la question à M. Béliard sur les dates des Jeux Olympiques. L'un des adjoints à la mairie de Paris, il ne savait pas. C'est dans 9 mois pile. Et vous savez, vous, la date 26 juillet, 9 mois pile aujourd'hui. Bon, ça va, je suis rassuré. Parce que je me suis dit, si la ministre des Sports ne connaît pas le début des... Non, je plaisante. Et évidemment, ça ne vous a pas échappé. Mais M. Béliard n'était pas... Mais il était contre les JO à Paris. Il était contre, absolument. Il nous avait expliqué sur ce plateau, c'est l'adjoint au transport. Ce qui sera d'ailleurs un des enjeux aussi de ces Jeux Olympiques, mais qu'il était contre les Jeux. Bon, et qu'il ne connaissait pas la date. Donc on le rappelle bien, comme vous nous le disiez à l'instant, c'est bien le 26 juillet, ça se terminera le 11 août. Merci mille fois. Et sans oublier les Jeux paralympiques. Après. 28 août, 8 septembre. Absolument, merci beaucoup. Le match retour.